Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast où j'avais envie d'explorer avec toi un sujet qui est l'effet placebo et nocebo. Alors, si tu as suivi, j'ai fait un article, Le corps n'est pas séparé de l'esprit, il en est l'expression vivante. Et donc, je parle justement de cet effet placebo et nocebo. Et d'ailleurs, j'ai fait un outil qui permet de le comprendre et pour le matérialiser en fait. Donc tout ça, c'est sur mon site internet et je viens compléter tout ça avec, mon podcast. Parce que, heu, j'ai fait un j'aime bien, partager avec vous, le travail de recherche que je fais par rapport à certaines choses qui me posent question. Et donc on va explorer ces 2 phénomènes que je trouve vraiment très, très intéressants et qui sont quand même 2 mécanismes qui ne sont pas composés de principes actifs, mais qui peuvent autant soulager des symptômes que, eh bien, les déclencher. Et au centre de ces 2 phénomènes quand même, n'oublions pas qu'il y a une chose assez importante, c'est le mental. Alors, bien souvent quand on parle de mental, on va tout de suite se dire, hem le mental, c'est ce qu'on pense. Mais en fait, le mental, surtout, ce n'est pas toi. Ce n'est pas non plus la conscience pure. Moi, je vois ça comme une interface. Ou alors tu peux voir ça comme une sorte de filtre entre ce que tu vis et ce que tu comprends de ce que tu vis. Alors comme à chaque fois, si tu me suis, tu sais que j'adore me plonger dans l'étymologie d'un mot. Eh bien là, j'avais envie d'explorer celui du mot mental. Alors déjà, historiquement, ce qu'on appelle aujourd'hui le mental, en fait, c'est le résultat de plusieurs traditions qui se sont superposées. Dans l'Antiquité, les philosophes grecs comme Platon et Aristote, eux, parlent de l'âme, de la pensée et de la raison. Mais ils ne séparent pas encore le mental et l'esprit comme nous on le fait aujourd'hui. En fait, leur conception était beaucoup plus vaste que notre définition actuelle. Et d'ailleurs, Platon, pour lui, l'âme est composée de 3 parties. Donc, il y a la raison, qui cherche la vérité, le courage ou la volonté, et les désirs et les pulsions. Et j'ai envie de dire que par rapport à ces 3 parties, aujourd'hui, pour nous, le mental, ce serait surtout la raison. Alors, dans les traditions orientales, notamment dans le bouddhisme, l'hindouisme, on explore depuis plus de 2000 ans le fonctionnement de l'esprit, des pensées, des illusions mentales, avec une observation très fine de la conscience elle-même. Le mental, il y est souvent vu comme un flux et non pas comme une entité fixe. Et c'est beaucoup plus tard avec Descartes au XVIIe siècle qu'il distingue le corps et la pensée. D'où sa fameuse phrase: «Je pense, donc je suis». Et c'est une étape quand même importante dans la construction occidentale du concept de mental. Mais cette phrase, elle a été reprise puis complètement déplacée selon les courants. Je t'explique. En psychologie moderne, ce fameux «je pense, donc je suis», ce n'est plus du tout une vérité absolue. C'est plutôt une observation partielle dans le sens où le cerveau produit des pensées en continu et c'est souvent automatique. Et une grande partie de ce qui nous traverse n'est pas nous, mais des processus mentaux, comme la mémoire, les émotions, les conditionnements. Et donc aujourd'hui, les neurosciences font la distinction entre le flux de pensée, donc ce qui apparaît, et la conscience de flux, ce qui observe. En fait, on pourrait tout simplement reformuler la phrase de Descartes par «je pense, donc il se passe quelque chose dans mon cerveau». Ou aussi «je peux observer ce que je pense, donc il y a une conscience qui observe la pensée». En fait,
Tu n'es pas la pensée, tu es ce qui la voit passer. Alors peut-être que je t'ai perdu, mais pour essayer de te donner un exemple concret, pour que tu comprennes mieux où je veux en venir, par exemple, heu, quelque chose qui nous arrive à tous, tu es dans ton lit un soir et hop, tu as une pensée qui apparaît. Je vais rater mon projet, ou si tu travailles sur un dossier, tu as un dossier qui te prend la tête, et cetera. Et quelques minutes plus tard, tu vas te dire: «Ouais, bah, finalement, ça va peut-être bien se passer». Et puis tout de suite après, tu vas te dire: «Ah ouais, mais en fait, si je me trompais?» Mais si tu regardes bien, les pensées, en fait, elles changent constamment. Voilà. Donc la question va être: qui remarque que ces pensées sont en train de changer? Donc, en fait, il semble y avoir 2 choses. De un, la pensée elle-même qui était: «Je vais rater mon projet». De 2, la capacité à remarquer cette pensée. En fait, si tu peux dire: «Je suis en train d'avoir la pensée que je vais échouer», alors tu fais une distinction entre toi qui observes et la pensée observée. Donc en fait, tu n'es pas la pensée, mais tu es celui ou celle qui en a conscience. Mais, cependant, il existe un débat. Certaines personnes considèrent qu'il n'y a pas un observateur séparé dans la tête. Selon elles, il y a simplement un cerveau qui produit à la fois des pensées et la conscience des pensées. Et dans d'autres traditions spirituelles, on dit qu'il existe une conscience plus profonde qui observe le mental. Mais aucune de ces positions n'est démontrée de façon définitive, donc à toi de faire ton jugement. Enfin bref, tout ça pour arriver à l'étymologie du mot mental. Alors moi au début, je me disais, tiens, étymologiquement, il est peut-être lié au mot mentir, mais pas du tout, que nenni. Ça vient du mot ment, M-E-N-S, qui signifie esprit, pensée. Il n'est donc pas lié étymologiquement au mot mentir. Voilà. Alors si une pensée apparaît du genre cette situation va mal finir et que tu la prends immédiatement pour une vérité, qu'est-ce qui va se passer? Elle va influencer tes émotions, ton comportement et parfois même certaines réactions physiques. Si au contraire tu te dis j'observe que mon mental produit ce scénario, alors un espace se crée entre toi et la pensée. Tu ne la supprimes pas, tu ne la crois pas automatiquement, tu l'examines. Et c'est précisément dans cet espace que l'on peut commencer à distinguer ce qui vient de nos croyances, de nos peurs, de nos attentes et ce qui semble venir d'une expérience extérieure ou d'une intuition plus difficile à expliquer. Donc, tu peux arriver à faire la différence entre le mental et ce qui vient de l'extérieur. Donc vraiment, le mental, c'est cet espace, en fait, tu vois. Par contre, la difficulté en spiritualité et ce que beaucoup de personnes confondent justement, c'est qu'ils confondent les 2. Une pensée très forte, une peur ou un désir intense qui peuvent être interprétés comme un message extérieur, alors qu'en fait, ils proviennent peut-être du fonctionnement habituel du mental. Voilà. C'est très compliqué, hein. Alors, on va arriver à une question, qu'on se pose aussi très souvent, du coup en spiritualité, c'est comment savoir si ce que je perçois vient de mon propre esprit ou de quelque chose d'autre? Alors, très honnêtement, je ne réponds pas à la question, mais j'essaie de t'amener à une réflexion qui va te montrer à quel point le cerveau a un certain pouvoir. Et en fait, en travaillant l'effet placebo-nocebo, je me suis surtout intéressée en fait, aux guérisseurs ou les thérapeutes en tout cas qui travaillent avec les énergies. Parce que c'est assez intéressant, hem, de voir aussi, de comprendre que, bah, en fait, on avec le cerveau, on peut arriver à pas mal de choses en fait. Donc, on va commencer par l'effet placebo. Alors
Le mot placebo vient du latin placere qui veut dire je plairai. Il apparaît dans les traductions bibliques médiévales pour désigner une action faite pour plaire sans être essentielle. D'ailleurs, je te conseille un film qui est très très connu. Si tu l'as pas vu, je te le conseille, hein, c'est assez, c'est Au nom de la rose. C'est comme ça, je crois que ça s'appelle, hein. Enfin, c'est un truc comme ça, heu, où c'est, des meurtres en série, dans enfin, avec des prêtres, heu, il y a une enquête, qui se déroule, et d'ailleurs donc ça fait écho à cet effet placebo, quoi. Donc c'est assez intéressant. Je crois que c'est Au nom de la rose, ça s'appelle, enfin bref. En tout cas, c'est quelque chose en lien avec la rose, dans le titre, et c'est avec des prêtres. C'est des prêtres qui mènent l'enquête, je crois, de mémoire. Enfin, ça fait très, très longtemps que j'ai pas vu ce film. Mais en tout cas, ça fait écho à cet effet placebo. Mais bref, revenons à notre sujet. Donc en fait, en gros, l'effet placebo, par exemple, à cette époque-là, c'est une personne qui reçoit une attention, une parole rassurante, et ben, du coup, ce geste, il va pas agir directement sur le problème en lui-même, mais il va apporter du réconfort, heu, de l'espoir et de la confiance. Et le premier usage médical arriva au XVIIIe siècle, quand les médecins utilisaient déjà des traitements dits placebo, sans les nommer comme ça, et c'était surtout pour rassurer les patients quand aucun traitement efficace n'existait. Et c'est au XXe siècle, c'est pas si vieux que ça, que le placebo devient un objet scientifique. Il y a eu par exemple l'essai sur la streptomycine. Alors ça, c'est un antibiotique qui a été découvert en 1943 et utilisé contre la tuberculose notamment, et qui a marqué une révolution médicale en étant le premier traitement efficace contre cette maladie. Donc durant ces essais, contre la tuberculose, les patients atteints de cette maladie étaient répartis aléatoirement entre un groupe recevant la streptomycine et un groupe contrôle. Et les évaluateurs ignoraient quels patients recevaient le traitement. Et cette étude a servi de modèle aux chercheurs parce qu'elle a montré comment comparer un vrai traitement à un groupe témoin dans le but de savoir si le médicament fonctionne réellement. Et puis, heu, on a l'article fondateur du médecin anesthésiste Henry K. Beecher, qui a été publié en 1955. Et en fait, dans cet article, tu y retrouves une analyse de 15 essais cliniques impliquant plus de 1000 patients. Et Beecher conclut qu'environ 35% des patients s'améliorent avec un placebo. Pour aller un peu plus loin, heu, dans plusieurs de ces études, des patients opérés recevaient soit un véritable antalgique, soit une injection saline présentée comme un médicament antidouleur. Et une partie des patients rapportaient une diminution réelle de la douleur malgré l'absence de substances actives. Retenez bien ça quand même parce que c'est là où ça peut être intéressant pour tout ce qui concerne justement les soins énergétiques. Si on doit débattre de ce sujet, parce que c'est dans le domaine de la douleur que l'effet placebo a historiquement été observé de façon particulièrement forte. Donc la publication de Beecher, The Powerful Placebo, excusez-moi pour mon anglais, donc en français, le pouvoir du placebo, a marqué la médecine moderne et popularisé ce concept. Alors ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs ont ensuite réanalysé son travail dans les années 1990 et ils ont estimé qu'il avait probablement surestimé l'effet placebo parce qu'il ne distinguait pas toujours l'amélioration naturelle de la maladie
et la régression vers la moyenne et le véritable effet placebo. Il y a eu aussi des essais sur l'anxiété et les troubles psychosomatiques dans les années 1950 et plusieurs de ces essais ont donc été portés sur l'anxiété, l'insomnie et certains troubles digestifs fonctionnels. Et donc, ils utilisaient déjà des comprimés placebo ressemblant exactement aux médicaments testés. Et les chercheurs observaient souvent que certains patients se sentaient mieux parce qu'ils pensaient recevoir un traitement efficace. Et c'est ce qui a conduit au développement de la méthode double aveugle. C'est-à-dire que ni le médecin ni le patient ne savent qui reçoit le vrai traitement. Alors attention, placebo ne signifie pas que la maladie est imaginaire. Il montre que l'attente, la confiance et la relation thérapeutique, et le contexte aussi, peuvent modifier certains symptômes qui sont réels, comme la douleur, l'anxiété, la fatigue, les nausées, etc., etc. Alors, pour les soins énergétiques, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, mais comment reconnaître le vrai du faux finalement? Alors, je dirais qu'il faut éviter quand même 2 pièges. Déjà, réduire les guérisseurs ou autres noms que vous leur donnez, en tout cas les thérapeutes qui font des soins énergétiques. Donc les réduire, heu, à du placebo pur ou soit leur attribuer des effets biologiques qui sont pas démontrés. En fait, je dirais que la réalité est beaucoup plus nuancée. Donc les thérapeutes qui utilisent les soins énergétiques, finalement, en mobilisent quand même une partie de cet effet placebo, consciemment ou non. Mais ce n'est probablement pas la seule chose en jeu dans l'expérience vécue par la personne. Parce que dans un soin énergétique, on va retrouver chez la personne plusieurs facteurs typiques du placebo, comme son attente de la guérison, sa confiance dans le praticien, le cadre aussi qui est très ritualisé, que ce soit l'ambiance, les gestes, le silence, les symboles, etc. L'attention aussi intense portée au corps et la suggestion directe ou indirecte. Et tout ça peut activer des mécanismes réels comme une baisse du stress, le relâchement musculaire, la modification de la perception de la douleur et l'apaisement émotionnel. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tout ça c'est faux et qu'ils sont donc des charlatans? Eh bien, je dirais que non. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le placebo, déjà, c'est pas un mensonge. C'est un effet qui est neurobiologique, réel, déclenché par le contexte et la croyance. Donc, même si en partie le mécanisme est placebo, le résultat sur le corps est réel. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre substance active et expérience fortement convaincante. Là où ça devient plus complexe, c'est que déjà les guérisseurs ou autres thérapeutes dans les soins énergétiques ne fonctionnent pas de la même façon. Mais ouvrons une parenthèse. Déjà, qu'est-ce qu'un guérisseur ou un thérapeute dans les soins énergétiques? Maître Reiki, magnétiseur ou autre nom qui travaillent avec les énergies. Alors ces thérapeutes travaillent avec une forme d'énergie qui n'est pas celle mesurée par la physique, comme l'électricité, la chaleur, les rayonnements, etc. Cette énergie porte différents noms selon certaines traditions ou pratiques comme énergie vitale, le chi, le prana, la force universelle. Et leur rôle consiste à percevoir des déséquilibres énergétiques, de canaliser ou transmettre de l'énergie, de réharmoniser les centres énergétiques comme les chakras, les méridiens, l'aura, et de favoriser un mieux-être physique, émotionnel ou spirituel. Alors certains utilisent l'imposition des mains et d'autres la prière. Certains travaillent avec la visualisation
d'autres encore utilisent le magnétisme, le son, les plantes ou des rituels. Et en fait, ils n'obtiennent pas les mêmes résultats par les mêmes mécanismes. Alors quand on parle de enfin moi je dis ça parce que enfin c'est pour globaliser les voilà, mais quand on parle de thérapeute énergétique, il faut donc quand même, distinguer plusieurs niveaux. Donc, il y a le premier niveau, donc ceux que la science peut décrire. Donc on retrouve souvent, des mécanismes connus comme, la relaxation du système nerveux, la diminution du stress, l'effet de l'attention et de l'écoute et parfois, un état proche de l'hypnose ou de la méditation. Ensuite, on a un deuxième niveau, l'expérience vécue par la personne. Alors il y a ce que la personne ressent réellement, que ce soit la chaleur, l'apaisement, les émotions qui remontent, les sensations corporelles. Cette expérience, elle est subjective, mais elle est réelle pour celui ou celle qui la vit. On a le troisième niveau, l'interprétation spirituelle. Donc là, c'est l'interprétation donnée par certaines traditions, donc celle d'une énergie vitale, d'un chi, d'un prana ou d'une forme d'énergie qui circulerait ou serait transmise. À ce jour, la science ne valide pas l'existence mesurable de cette énergie sous cette forme, mais ça n'empêche pas que l'expérience vécue soit, elle, bien réelle. Alors typiquement, on a le cas, je vais te donner différents cas de guérisseurs ou de thérapeutes en tout cas dans les énergies. Donc tu as le cas numéro 1, le guérisseur hyper charismatique. Les personnes ont confiance en lui, elles arrivent déjà persuadées qu'il va les aider. Donc là, l'effet placebo commence un peu avec une attente positive, de la diminution de stress et un sentiment de sécurité. Ensuite, tu as, le cas numéro 2, donc le guérisseur ou le thérapeute, enfin, des soins énergétiques et qui est très à l'écoute. Il va passer au moins 1 heure à écouter la personne, à accueillir les émotions et donc là, la personne, elle repart soulagée parce qu'elle a enfin pu exprimer quelque chose qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Et ici, la relation humaine va jouer un rôle majeur. Pardon, excusez-moi. Cas numéro 3. Le guérisseur qui induit un état méditatif. Donc lui, pendant le soin, la personne va rentrer dans un état de détente profonde. Son système nerveux se calme, sa perception change, certaines douleurs diminuent. L'effet est quand même très proche de ce qu'on traverse dans certaines méditations, de ce qu'on observe dans certaines méditations ou aussi dans certaines séances d'hypnose. Le cas numéro 4, donc tu as le guérisseur qui canalise une énergie spirituelle. Et donc là, le praticien, en fait, transmet une énergie extérieure à lui-même. Et là, certaines personnes qui reçoivent le soin vont décrire quand même des sensations très fortes, comme des chaleurs, des vibrations, des visions, des émotions. Voilà. Alors, on pourrait se dire que ces phénomènes sont produits par le cerveau et la conscience de la personne, ou peut-être par une énergie spirituelle réelle. En tout cas, si tu recherches une réponse scientifique, eh bien, il n'y a pas de consensus scientifique permettant de trancher cette question. Pour t'aider, si tu es sceptique, les seuls tips que je pourrais te donner, c'est d'observer ce qui se passe en toi avant le soin. C'est-à-dire, demande-toi, qu'est-ce que tu attends de ce soin? Est-ce que tu es persuadé que ça va marcher? Ou est-ce que tu as peur que ça ne marche pas? Plus l'attente est forte, plus l'effet placebo ou nocebo peut être important. Alors attention, un magnétiseur ou autre thérapeute dans les soins énergétiques ne remplace pas un avis médical ou un médecin. C'est un complément, on va dire, hein, quand même, je tiens à le préciser. Si tu ressens exactement la même chose avec tous les praticiens, il est possible qu'une partie de l'expérience provienne de ta propre sensibilité. Si, par contre, au contraire, les expériences sont très différentes selon les praticiens, ça peut quand même indiquer que le praticien joue un rôle ici important. Donc là aussi, c'est quand même une différence à prendre en compte.
Donc je dirais que le point le plus intéressant, c'est quand même celui-ci. Note les éléments vérifiables. Par exemple, si le praticien te dit quelque chose que tu ignores totalement et qui est précis et qui peut être vérifié ensuite, alors ça mérite quand même vraiment d'être examiné avec attention. À l'inverse, les phrases très générales peuvent facilement résonner chez beaucoup de monde. Passons maintenant à l'effet nocebo. Alors à l'inverse, l'effet nocebo fonctionne dans le sens opposé. Ici, la personne s'attend à un effet négatif. Donc à des effets secondaires, une aggravation, un danger, même si la substance est totalement inerte ou peu active, cette anticipation négative peut alors provoquer de vrais symptômes comme des douleurs, des nausées, de la fatigue, de l'anxiété. Le cerveau, influencé par la peur ou la suggestion, peut activer des réponses de stress qui ont un impact réel sur le corps. Donc là, on peut avoir une augmentation du cortisol, une tension musculaire, une hypervigilance, etc., etc. Pour nous mettre dans le contexte, plongeons-nous dans l'histoire tout autant fascinante qu'elle est faite nocebo. Parce que nocebo, finalement, c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler. Moi, personnellement, avant de travailler sur l'effet placebo, je ne connaissais pas du tout l'effet nocebo. Donc, je l'ai découvert. Alors, déjà, le mot nocebo vient du latin nocere, qui signifie nuire. Donc là, on peut le traduire par je nuirais, qui est en opposition à placebo. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'était je plairais. Si le placebo correspond à une amélioration liée à une attente positive, eh bien, tu auras compris que le nocebo correspond à l'apparition ou à l'aggravation de symptômes liés à une attente négative. Alors, avant même que le mot existe, des médecins avaient remarqué que les patients qui recevaient des placebos rapportaient parfois des effets secondaires réels, comme des maux de tête, des nausées, des vertiges, de la fatigue, de l'insomnie, etc. En fait, certaines personnes développaient des symptômes simplement parce qu'elles s'attendaient à en avoir. Autour des années 1950, alors que les chercheurs étudiaient les effets placebo et constataient déjà cette face sombre du phénomène, mais sans lui donner de nom. Alors c'est le médecin américain Walter P. Kennedy qui introduit officiellement le terme nocebo en 1961 dans un article qui s'intitule The Nocebo Reaction, qui est apparu dans le Medical World, volume 95. Et en fait, il écrit que certains effets indésirables observés lors des traitements ne viennent pas forcément du médicament lui-même, mais des attentes négatives du patient. Et à l'époque, cette idée, elle est révolutionnaire. Et Kennedy se demande même combien de médicaments ont pu être abandonnés parce que les premiers patients avaient développé des effets indésirables dus à leurs attentes plutôt qu'au produit lui-même. Alors pourquoi le sujet est-il resté longtemps ignoré ? Parce que pendant plusieurs décennies, les chercheurs se sont surtout intéressés au placebo, beaucoup plus spectaculaire et finalement porteur d'espoir. Et selon les historiens du domaine, seulement 2 articles scientifiques sur le nocebo ont été publiés dans les 25 années qui ont suivi l'article de Kennedy. Donc c'est vraiment très très peu, ça a intéressé très peu de personnes. Mais ce n'est qu'à partir des années 2000 que les neurosciences commencent à étudier sérieusement le phénomène. Alors, on a déjà les faux courants électriques. Alors, cette expérience, qui est assez célèbre, c'est des étudiants qui furent informés qu'un faible courant électrique traversait leur tête. Mais en réalité, aucun courant n'est envoyé. Et pourtant,
plus des 2/3 des participants ont déclaré ressentir des maux de tête. Deuxième expérience, les effets secondaires annoncés. Des chercheurs ont observé que lorsqu'on prévient des patients qu'un médicament peut provoquer un trouble particulier, ce trouble est signalé beaucoup plus souvent. Et une étude sur un traitement de la prostate a montré que les hommes informés du risque des troubles sexuels les rapportaient environ 3 fois plus souvent que ceux qui n'avaient pas reçu cette information. Troisième expérience, l'étude sur la douleur. Des chercheurs ont montré que les mots utilisés par les médecins modifient l'expérience de la douleur. Par exemple, dire « cette injection va faire mal » va provoquer davantage de douleur que si le médecin disait « vous pourriez ressentir une sensation de pression ou d'inconfort ». Et pourtant, la procédure est identique. Lorsqu'une personne s'attend à souffrir, qu'est-ce qui se passe ? L'anxiété augmente. Certaines régions cérébrales de la douleur s'activent. Des substances chimiques liées au stress sont libérées et la perception de la douleur est amplifiée. Le symptôme n'est donc pas imaginaire. La croyance déclenche une véritable réponse physiologique. Alors, par contre, là, je vais vous raconter une expérience qui est quand même assez spectaculaire, que je trouve vraiment incroyable. En fait, dans un article scientifique de 2007 qui est intitulé Nocebo Effects with Antidepressant Clinical Drug Trial Placebo, donc, ce qui veut dire l'effet nocebo avec un médicament antidépresseur pour un essai clinique des placebos. Excusez-moi pour ma traduction, mais bon, je pense que tu as compris l'idée. Les auteurs parlent de... alors, on ne le nomme pas, mais on va appeler Mr. A, un homme de 26 ans, qui participe à un essai clinique sur un antidépresseur expérimental. Et après une rupture sentimentale, il a avalé 29 gélules restantes de son traitement. Donc, je rappelle, traitement placebo. C'est pas une substance active, quoi. Il n'y a pas de substance active dans ces gélules. Et donc, il pensait faire une overdose. Donc, le gars, il est arrivé aux urgences avec une chute importante de la tension artérielle. Il était dans un état de somnolence, mais vraiment un état inquiétant. Et donc, lorsque les chercheurs ont révélé qu'il appartenait au groupe placebo et que les gélules étaient totalement inertes, son état s'est rapidement amélioré. Et donc, ce cas est devenu l'un des exemples les plus célèbres de l'effet nocebo, parce qu'il montre qu'une croyance négative peut entraîner des manifestations physiologiques mesurables, donc ici une hypotension suffisamment importante pour quand même nécessiter une prise en charge hospitalière. Le gars s'est retrouvé aux urgences. Voilà. Donc, l'effet nocebo ne signifie pas que les maladies sont imaginaires, là non plus. Il va plutôt montrer que le cerveau participe activement à l'expérience du corps. Nos attentes, nos peurs, notre contexte social, les paroles d'un médecin, d'un thérapeute, ou même les informations vues dans les médias peuvent quand même parfois influencer. Que ce soit pour la douleur, tu peux ressentir des nausées, on a vu la fatigue, les vertiges, bref, certains effets secondaires ressentis, quoi. Ce qui explique pourquoi dans certains contextes spirituels ou énergétiques, il est parfois quand même difficile de distinguer ce qui relève d'un mécanisme nocebo-placebo, d'une suggestion psychologique ou d'une expérience subjective vécue comme spirituelle. Parce que les trois peuvent parfois se superposer, ce qui va rendre le sujet particulièrement passionnant, je trouve. Pour moi, l'erreur serait d'opposer science et spiritualité. Parce que l'effet placebo et l'effet nocebo nous montrent déjà que nos croyances peuvent modifier notre biologie
Et ça, quand même, c'est assez extraordinaire, je trouve. Alors, est-ce que nous sommes uniquement un cerveau produisant des pensées ou existe-t-il une dimension plus profonde de l'être que nous n'avons pas encore totalement comprise? Entre la certitude que tout est spirituel et la certitude que tout est chimique, il existe un espace de recherche et de curiosité. Honnêtement, garde toujours cette curiosité. Et c'est peut-être précisément dans cet espace que commencent les plus belles explorations de la conscience humaine. Et puis dans le fond, est-ce que ce que l'on perçoit dépend fortement de notre état interne? Parce que un même événement peut être vécu de 1000 façons différentes, selon notre niveau de stress, notre niveau de confiance, de fatigue ou même des attentes inconscientes. La science nous montre déjà quand même quelque chose de très clair. Le cerveau ne se contente pas de recevoir la réalité, il interprète, il la filtre et il l'anticipe. Et cette anticipation influence directement le corps. Mais ce que ça révèle surtout, c'est quelque chose de plus large. On n'est pas uniquement des observateurs du monde, on participe à la manière dont nous le vivons. Et finalement, ça vient changer la question de départ, parce que peut-être que la vraie exploration, ce n'est pas de séparer strictement moi et l'extérieur, mais de comprendre comment l'intérieur colore l'extérieur. Et là, tu devrais visualiser l'image de Laura quand je dis ça. Mais si mon état interne influence ma perception, alors est-ce que je peux apprendre de ce que je ressens? Qu'est-ce que ça dit de moi, de mon stress, de mes croyances, de mes attentes? Et peut-être que c'est là que commence une vraie forme de lucidité. Une lucidité qui ne cherche pas à contrôler l'expérience, mais à la comprendre. Voilà. Écoute, si tu es arrivé jusqu'au bout de ce podcast et que je t'ai pas trop chauffé le cerveau, je te quitte sur cette dernière phrase. Et je clôture mon podcast en espérant que tu trouveras ton épiphanie, ce moment où quelque chose se révèle et fait sens. Je te dis certainement à très bientôt pour un prochain podcast. Prends bien soin de toi et de ton énergie. Ciao.